Merci Jean-Claude. Écoutez, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir vous voir à Marseille. Alors, la mort subite du sportif, la prévention de la mort subite. Je vais essayer de vous montrer quelques diapos avec une vision très globale de la problématique. Et puis, on aura le temps, je pense, de discuter des différentes visions qu'on peut avoir. Quand on essaye d'avoir pour objectif de prévenir la mort subite du sportif, il y a deux facettes en fait dans cette prévention. Il y a diminuer le nombre de survenus d'arrêt cardiaque pendant le sport, et puis il y a, une fois que l'arrêt cardiaque est survenu, c'est pas fini, vous le savez bien, essayer d'augmenter le taux de survie. Ces deux mécanismes vont vous permettre de prévenir la véritable mort subite du sportif. Alors ça, c'est une vieille diapositive, mais je trouve qu'il reste assez rigolote. Vous pouvez même essayer de répondre, on va voir un petit peu. C'était ce qu'on avait fait avec des externes en médecine dans les années 2010-2011. On avait appelé une centaine de médecins généralistes de la région francilienne et on leur avait demandé de jouer le jeu, de nous donner les 3 mots-clés quand on parlait de mort subite du sportif. Et c'est vrai qu'on avait été impressionnés de voir que les mots-clés revenaient systématiquement, les mêmes mots-clés revenaient. C'était le jeune sportif de compétition, c'était la cardiomyopathie, qu'elle soit dilatée ou hypertrophique, c'était cette notion de cardiomyopathie sous-jacente et la notion de dépistage ou de screening. Donc la mort subite du sportif se résume à ces 3 mots-clés quand on avait interviewé ces médecins généralistes. Je vais commencer par une petite devinette pour vous. Alors, à Paris, on a la chance d'avoir mis en place un système avec les pompiers, les différents SAMU, pour collecter l'ensemble des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, et notamment toutes les morts subites. Et quand on regarde un petit peu et qu'on se focalise sur le sportif, et qu'on regarde ce qui s'est passé entre 2005 et 2018, voilà un petit peu la photo globale. Cette photo globale, la question que je vais vous poser, et je pense que le message, il est vraiment là, est-ce que vous en êtes content ou est-ce que vous avez tout de suite compris où je voulais en venir? Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une diminution, je peux même vous faire un P statistique si vous voulez, il y a une diminution qui est très significative du nombre de morts subites qui surviennent depuis 2005 à 2018, ces 15 dernières années. Mais le message est un petit peu tristounet pour nous cardiologues, parce que le message c'est celui-là, c'est que cette diminution du nombre de morts subites au cours des 15 dernières années est uniquement le reflet de l'amélioration de la survie et de la ressuscitation, de la réanimation. Mais en termes de nombre d'événements qui surviennent chaque année, c'est désespérément stable, malgré quand même toute l'énergie que l'on met dedans. Alors c'est vrai que pour lutter contre la mort subite, il y a 2 équipes, on va dire 2 façons d'aborder les choses qui, pour l'instant, vous le reconnaîtrez, sont assez indépendantes l'une de l'autre. Il y a la prévention d'un côté des cardiologues, avant tout, et puis il y a la réanimation des réanimateurs, et en fait de tout citoyen, donc un petit peu des cardiologues également, mais vous voyez bien qu'il y a deux façons d'aborder le problème, et elles restent suffisamment indépendantes, et pourtant elles sont, il est vrai, radicalement opposées. Sur le versant réanimation, on connaît très bien quels sont les facteurs clés qui nous permettent d'augmenter la survie. Et oui, quand on regarde depuis 2005 à 2018, qu'est-ce qui a changé? C'est la proportion de massage cardiaque immédiat et c'est l'usage du défibrillateur grand public avant l'arrivée des premiers secours. C'est les deux éléments clés qui permettent donc d'atteindre plus de 60% à la sortie, plus de 60% à la sortie de l'hôpital de taux de survie. Et ça, on le savait depuis pas mal de temps, puisqu'on avait évalué ça au niveau national, sur 60 départements français. On avait été étonné de la disparité entre les départements français en termes de survie à la sortie de l'hôpital. Et pourtant, les sportifs étaient les mêmes, les façons d'intervenir des premiers secours étaient les mêmes, les prises en charge intra-hospitalières étaient vraiment identiques. Mais par contre, les seules différences entre ces 2 départements gagnants et le reste des départements français, c'est qu'il y avait simplement un massage cardiaque et l'usage de défibrillateurs qui était beaucoup plus fréquent. Et donc on obtenait là, entre 2005 et 2010 déjà près de 45% de survie à la sortie de l'hôpital, et avec des chiffres extrêmement superposables à ce que l'on a en Hollande, où vous voyez que pour un taux de survie de 46% à la sortie de l'hôpital, on avait un massage cardiaque, oui, effectué dans 85% des cas, et un usage du défibrillateur fréquent. Et quand on regarde un petit peu les dernières données de la mort subite ou de l'arrêt cardiaque plutôt pendant une activité sportive, on est surpris de voir qu'on atteint des chiffres extrêmement élevés, encore plus élevés que nos 60% en population générale sur Paris. On a récemment publié l'expérience franco-allemande en se concentrant chez le jeune sportif,
de moins de 35 ans, en population générale, à partir du moment où il est massé par quelqu'un, un témoin sur place, et que l'usage du défibrillateur grand public est effectué, on a plus de 90% de survie à la sortie de l'hôpital. Donc c'est véritablement des chiffres extrêmement élevés. Et on peut se dire que oui, l'arrêt cardiaque et le trouble du rythme ventriculaire ne doit plus être considéré comme un événement fatal actuellement. Et c'est intéressant de voir la différence entre le sportif et le non sportif. Qu'est-ce qu'on a en population générale? Eh bien oui, on voit qu'on a une augmentation du taux de survie ces 15 dernières années, mais on voit bien qu'on a atteint un plateau et que ce plateau-là péniblement reste complètement stable. Et vous voyez que les taux de survie ne sont pas du tout de l'ordre de 60% en population générale, c'est aux alentours de 10%. Donc ça a beau avoir été multiplié par 2 au cours des 15 dernières années, le taux de survie en population générale reste beaucoup plus faible. C'est ce qu'on a exactement sur Paris. Sur nos 40 000 arrêts cardiaques au cours des 10 dernières années, on a sur Paris un taux de survie global de 6% à la sortie de l'hôpital. Donc vous voyez bien la différence. Et donc je veux dire par là, je vais en venir que la mort subite du sportif peut être aussi une opportunité pour donner l'exemple et pour montrer que la mort subite, on peut s'en sortir et on peut faire de gros progrès si on y met les moyens. Alors pourquoi c'est pas bon en population générale en l'absence d'activité sportive? C'est que malheureusement, on sait que 2 tiers surviennent à la maison, que dans 2 tiers des cas, seulement il y a un témoin, mais dans 30% des cas, il n'y a pas de témoin, et que le défibrillateur n'est pas toujours disponible, et qu'il y a un temps d'action. Et donc c'est des images que vous connaissez bien, mais encore une fois, ça fait du bien, surtout aux cardiologues qui ne sont pas particulièrement spécialisés dans la cardiologie du sport. Ça fait du bien de voir de temps en temps ces vidéos, et on en voit toujours, d'arrêt cardiaque comme ça. On voit bien que la prise en charge est complètement retardée et aléatoire. Donc encore une fois, c'est véritablement une preuve que le massage cardiaque est vraiment quelque chose de simple, mais un élément déterminant dans la survie. Ce papier aussi date un petit peu, mais je l'ai gardé dans mes diapos parce que je l'aime beaucoup. Ça illustre le fait que on se focalise aussi, encore une fois, sur la mort subite du sportif, mais que la problématique des défibrillateurs dans les stades, quand on voit cette saison sportive, eh bien finalement, aucun arrêt cardiaque était survenu chez les joueurs, mais 77 arrêts cardiaques étaient survenus chez les spectateurs. Encore une fois, c'est une bonne illustration comme quoi il faut se servir de cette thématique pour parler de l'arrêt cardiaque en général. Et puis de l'autre côté, à côté de la réanimation, il y a la prévention. Et la prévention, c'est tout l'inverse. On ne connaît absolument pas les facteurs clés pour identifier les patients à risque, et c'est bien le problème. On a beaucoup de mal à identifier les patients à risque. On sait par exemple que chez les jeunes sportifs de compétition, oui, en général, les maladies structurelles sous-jacentes sont prédominantes dans 2 tiers des cas. Les anomalies acquises, comme les myocardites, peuvent représenter jusqu'à 20% des cas. Et puis les anomalies électriques sont plus rares, représentant 10% des cas de mort subite du jeune athlète, avec une estimation de l'incidence qui est d'environ 5 à 25 millions par année, par rapport aux 500 ou 750 cas par million et par année de morts subites non liées au sport. Globalement, autrement dit, 5% des morts subites sont liées au sport. Le problème, c'est que c'est bien le jeune sportif de compétition, mais on voit bien que de plus en plus d'athlètes d'âge moyen sont investis dans différents programmes sportifs. Et quand on regarde les caractéristiques associées à la mort subite du sportif, on voit bien que la maladie coronaire reste largement prédominante, avec de façon intéressante, a priori, on dit bien a priori, on a quand même des données aussi d'anatomopathologie qui vont en faveur, avec des données qui sont donc en faveur de pathologies coronaires plutôt aiguës. Vous voyez que la part en rouge de syndrome coronarien aigu associé à l'arrêt cardiaque semble plus importante pendant le sport par rapport aux morts subites qui ne sont pas liées à l'exercice physique. Et il est vrai qu'il a été décrit donc des ruptures de plaques plus fréquentes, avec notamment des ruptures qui sont différentes lorsque la rupture survient à l'effort par rapport au repos. Un autre point intéressant dont on ne parle pas encore énormément, mais qu'il va falloir aborder, c'est quand on regarde les morts subites du sportif, il y a une disparité majeure entre l'homme et la femme.
On avait été surpris déjà il y a une dizaine d'années, quand on faisait un petit peu cette synthèse de la littérature, de voir qu'en fait, les femmes représentaient que 5% du total de la population de morts subites pendant le sport, de façon très homogène. On a repris cette idée sur un registre européen récemment publié dans le JAC, et on voit bien que, oui, les femmes représentent 2 à 3% du total des morts subites du sportif. C'est intéressant parce qu'on peut se poser la question de pourquoi. La première hypothèse, parce que ça ne reste que des hypothèses, c'est que les femmes participent moins. Mais on avait fait un travail pour essayer de prendre en compte justement ce taux de participation sportive qui peut être un petit peu différent entre l'homme et la femme. Et on voit bien que le risque de l'homme reste prédominant, 30 fois supérieur, quelle que soit la tranche d'âge. On a d'autres hypothèses, c'est des hypothèses aussi sur la façon de pratiquer le sport, les hypothèses de prévalence de la maladie coronaire, des œstrogènes circulants, du tonus vagal qui est plus important chez la femme, des variants génétiques du récepteur bêta-2 adrénergique qui est différent chez l'homme et chez la femme. Il y a plein d'hypothèses, mais quoi qu'il en soit, il faut accepter le fait que la femme a un risque de mort subite pendant le sport qui est extrêmement, extrêmement faible par rapport à l'homme. Et pourtant, est-ce qu'on en parle dans notre stratégie de screening jusqu'à maintenant? Je ne crois pas. Alors, comment prévenir? Comment prévenir? Il y a effectivement le dépistage, mais il y a toute l'éducation. Et l'éducation, c'est, oui, les 10 règles d'or du club des cardiologues du sport, mais c'est aussi l'éducation aux gestes qui sauvent. Et je pense qu'on a pu démontrer l'importance. Et puis, l'éducation, il y a aussi l'éducation à ne pas donc négliger ses symptômes. Et on avait démontré que la mort subite, une fois sur deux, n'est pas si subite et qu'on a des symptômes caricaturaux qui surviennent dans les heures ou dans les jours qui précèdent l'arrêt cardiaque. Et le fait de ne pas négliger ces symptômes, eh bien évidemment, augmente votre chance de survivre de votre arrêt cardiaque si vous avez consulté ou appelé les secours avant qu'il arrive quelque chose. Et donc, il y a tout ce concept de prévention subaiguë qui est en train de se développer ces derniers temps, c'est-à-dire essayer d'identifier les sujets à risque de mort subite dans les minutes ou dans les heures qui précèdent l'événement et qui auraient pour avantage, justement, à l'inverse de la stratégie traditionnelle, de relier la prévention à la réanimation, puisque l'identification d'un patient à haut risque permettrait d'améliorer sa prise en charge immédiate, mais également de détecter à temps. Donc, je ne vais pas. Tout l'avantage et l'intérêt des montres connectées commence à vraiment se développer maintenant ces dernières années. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque ça va être abordé un petit peu après. J'ai même vu des papiers qui démontraient donc l'intérêt de senseurs dans les chaussures pour vraiment voir quand le sujet tombe par terre. Enfin, il y a tout un système avec deux challenges qui persistent. C'est l'acquisition d'un bon signal et l'analyse d'un signal correct. Je passerai un peu là-dessus. Ça, c'est pour vous montrer que donc, ces applications permettraient de relier la réanimation et la prévention. Donc, en gros, les messages, vous voyez bien que cette caractérisation ou ces trois mots-clés caricaturaux que nous avions, en fait, on s'en éloigne avec le temps. On voit bien que la problématique du jeune athlète de compétition, c'est une vraie problématique très médiatisée, mais enfin, il faut bien reconnaître que ça représente une minorité des cas. 95% des morts subites du sportif surviennent chez l'homme d'âge moyen, ayant une maladie coronaire. C'est vraiment une problématique de maladie coronaire. Dans la moitié du temps, maladie coronaire aiguë, donc encore plus difficile à détecter. Et que oui, au-delà du screening et du dépistage, eh bien, il y a l'éducation de la population qui permettrait probablement d'améliorer encore plus le pronostic de nos patients. Et enfin, en quelle mesure, dans une dizaine d'années, nous aurons donc ce lien supplémentaire à la chaîne de survie avec l'anticipation et cette prévention à très court terme qui va se développer. Ça reste à suivre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Éloi. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'on a le temps pour peut-être une ou deux questions entre chacun des topos. On peut aussi les grouper en fin de session, mais je pense que... Mais tu parles d'anticipation. Tu t'attends donc éventuellement à avoir un mécanisme qui soit assez univoque, qui puisse être détecté par des sensors, bon, même s'il y a différents types de sensors. Tu penses qu'il y a un mécanisme assez univoque qu'on va retrouver?
Le rationnel pour cette prévention à court terme est donc basé sur le fait qu'il y ait une fois sur deux des symptômes avant la mort subite. Deuxièmement, c'est qu'il a été quand même montré qu'on arrive sur un tracé électrique, au moins 12 dérivations, hein, à identifier les patients qui sont à haut risque d'arrêt cardiaque et de fibrillation ventriculaire dans les minutes qui suivent. Ça a été démontré en 2017-2018. Et là, récemment, au congrès rhinologique nord-américain, on a démontré que oui, on peut avoir un profil dynamique sur une seule dérivation associée à la survenue d'une arythmie ventriculaire sévère. Donc, on a l'impression que c'est des petits éléments, hein, précurseurs. On a l'impression que oui, on pourrait identifier les sujets à risque de mort subite pendant une activité sportive, pour peu qu'ils soient correctement télémétrés. Enfin voilà, c'est encore un petit peu... on est dans les perspectives, mais... Oui, juste, tu as parlé, et c'est vrai, chez la femme, c'est moins fréquent. Par contre, quand ça arrive, c'est dramatique. Il y a eu un cas récemment, je crois que c'est en Normandie, sur un 10 km, où il y a une jeune femme qui est morte dans les 500 derniers mètres, et ils n'ont rien pu faire. Donc, il ne faut pas sous-estimer la prévalence. C'est peut-être plus rare, mais c'est dramatique parce qu'on ne s'y attend pas. Non, je sais que c'est un message délicat, mais en même temps, on ne peut pas complètement le négliger. Donc, on est entre les deux. Mais c'est drôle parce qu'en 2013, on avait déjà nos chiffres et on n'a jamais réussi, hein, à publier ces données-là, parce que les gens qui revoient les papiers sont, comme vous dites, disent attention, le message ne peut pas dire attention, la mort subite du sportif n'existe pas chez la femme. Mais en même temps, il faut reconnaître que quand même 2%, hein, des morts subites européennes sont chez la femme, et on est loin de ce ratio de participation. Dernier point, est-ce qu'on n'a toujours pas d'idée sur tous ceux qui ont un accident dramatique pendant les phases d'entraînement? Par exemple, avant un marathon, c'est que le marathon, c'est 3 heures, mais il y a 40 heures, même plus d'entraînement avant. On n'a toujours rien sur les gens qui décèdent pendant la phase d'entraînement, de préparation à une compétition. Non, je ne pourrais pas vous apporter tellement d'éléments là-dessus, mis à part que dans la compétition, oui, la distribution est très hétérogène, mais ça, vous connaissez. Ouais. Avant et même après, dans les 48 heures qui suivent. Oui, alors merci beaucoup. Pour illustrer un petit peu l'éclairage sur la population générale et poser le problème de prolapsus et mort subite, j'ai également une jeune femme qui a fait 5 arrêts cardiaques alors qu'elle est sportive. Elle était à la remise des médailles sur un trek, donc elle n'était pas sportive ce jour-là. Fort heureusement, elle a bénéficié du défibrillateur. Je l'avais vue pour un prolapsus mitral qui ne m'avait pas énormément choqué. Je lui avais proposé des bêta-bloquants qu'elle n'a pas pris. Donc, comment reconnaître un prolapsus malin chez cette femme qui a quand même vécu 5 ressuscitations et pour laquelle, perso, à l'époque, je n'étais pas trop IRM. Est-ce qu'il faut faire des IRM facilement aux IRM? Quels sont les critères? Au PVM, pardon. C'est une question un peu dense sur le problématique du prolapsus aussi, c'est que ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une vraie maladie de Barlow bien caractérisée avec effectivement des critères pathologiques qui peuvent être la fuite, l'épaisseur de la valve, la disjonction annulaire, ou une petite ballonisation où à ce moment-là, la causalité peut être remise en cause. C'est aussi, je répondrai un petit peu à côté de la question, mais pour rappeler qu'on est en train de revoir les données avec les données aussi de San Francisco. Quand on regarde l'autopsie des morts subites de la femme jeune, d'origine cardiaque présumée, la moitié n'est pas cardiaque. Ça aussi, c'est un autre point. Donc, je veux dire, pour la maladie de Barlow, soit c'est une véritable maladie de Barlow avec des critères vraiment péjoratifs, soit c'est une ballonisation, et de temps en temps, on est gêné dans l'interprétation de la causalité entre l'anomalie cardiaque et l'origine de l'arrêt cardiaque. Juste pour dire que demain, il y a une session spéciale sur le prolapsus mitral. Bon, donc on aura la réponse. Oui. Merci beaucoup.